Bonjour, je vais vous présenter mon projet de maîtrise là, qui, justement, comme a été dit, c'est la modélisation de l'hydrographie linéaire à l'aide de données LIDAR. Donc, c'est dans le laboratoire d'hydrologie de Sylvain Jutras. Donc, pour faire une petite mise en contexte rapide, là, le Québec, là, c'est grandement, comme vous connaissez bien, constitué en grande partie de lacs, de milieux humides et de cours d'eau. Puis, l'aménagement durable des forêts, ça passe évidemment par la protection des ressources en eau. Puis, c'est pour ça qu'il y a une législation présente qui est quand même assez importante, c'est-à-dire pour les nommer, la loi concernant la conservation des milieux hydriques et humides, la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier, la loi sur l'eau, la loi sur la qualité de l'environnement, puis ils ont tous des règlements qui y sont associés. Puis, parlant de règlements, là, on retrouve dans le RADF, là, le règlement sur l'aménagement durable des forêts, quelques définitions, puis c'est sur ces définitions-là que je me suis basé pour mon projet de maîtrise. Donc, un drainage naturel, là, si on regarde de l'amont vers l'aval d'un cours d'eau, ça peut ressembler à ça, puis c'est un écoulement qui est alimenté par des précipitations intenses ou la fonte des neiges. Puis, en fait, un drainage naturel dans les RADF, ce n'est pas un cours d'eau parce que ça ne présente pas de lit. Donc, lorsqu'il y a un lit, il y a deux types de cours d'eau. Un lit, en fait, c'est une dépression naturelle dans le sol qui a un fond et des berges. Puis c'est sur ça qu'on se base pour dire que c'est un cours d'eau. Donc, il y a un cours d'eau intermittent qui s'assèche à certaines périodes de l'année, puis il y a un cours d'eau permanent qui est principalement alimenté par un débit de base, donc qui ne s'assèche pas, sauf lors de périodes de sécheresse exceptionnelles. Donc, une protection, ça passe aussi par une bonne base de données, puis actuellement, les données qu'on a au Québec des cours d'eau, c'est du GRHQ, puis c'est photo-interprété. Donc, c'est vraiment à partir d'images stéréoscopiques qu'on est capable de placer, qu'à la base, les cours d'eau ont été placés. Puis, par exemple, sur ce territoire-ci, on voit le cours d'eau. Puis, avec le sens de l'écoulement, puis dans ma présentation, je vais tout le temps placer une flèche là, sur le sens de l'écoulement. Puis, en fait, l'avancée du LIDAR, c'est que ça met en évidence la microtopographie sous le couvert forestier. Puis, on voit avec une image ombrée ici que le cours d'eau, en fait, il n'est pas tout à la bonne place. Puis, c'est même possible de voir le lit du cours d'eau. Là. Puis là, j'ai fait exprès de prendre le pire exemple. Donc, la modélisation hydrographique, c'est utilisé depuis longtemps, mais ça utilisait toujours des modèles numériques de terrain assez grossiers, c'est-à-dire au 10 mètres. Donc, ce n'était pas possible de faire une modélisation qui ressemble, par exemple, à ça ici. Donc, le but de mon projet de maîtrise, c'était quand même très général à la base, c'était de développer des approches méthodologiques permettant de modéliser une cartographie fine de l'hydrographie linéaire cohérente avec la réalité. Donc, c'est vraiment de prendre les modélisations hydrographiques, le concept, puis de voir comment on peut faire fitter ça le plus possible avec la réalité. Donc, pour comprendre un peu comment j'ai construit mes objectifs, il faut comprendre que j'ai eu une approche très itérative. Ça fait à peu près 2 ans que je suis sur le projet. Donc, on partait du but qui était très général, puis j'ai fait beaucoup de littérature pour déterminer quelques objectifs généraux. Donc, à la base, mes objectifs, c'était de voir c'est quoi qui se faisait dans la modélisation hydrographique, c'était quoi les limites, c'était quoi qui pouvait être fait, puis vraiment tout cerner l'enjeu de la modélisation hydrographique. Puis avec ça, vu que c'était de faire une modélisation qui était cohérente avec la réalité, j'ai développé une méthodologie pour aller sur le terrain. Sauf que rapidement, on s'est rendu compte qu'il y a certains objectifs qui ne marchaient pas. Donc, en allant sur le terrain, on s'est rendu compte qu'il fallait revoir les objectifs. Puis, par le fait même, la méthodologie, je vous donne un exemple, on voulait aller vraiment tracer des cours d'eau en faisant une ligne sur le cours d'eau, sauf qu'on s'est rendu compte que, en fait, marcher le long d'un cours d'eau, c'est peut-être trop compliqué, fait qu'on s'est plus limité à prendre des points. Puis, après première été de terrain, j'ai fait quelques traitements géomatiques pour voir un peu si les objectifs y allaient pouvoir être répondus. Puis, on s'est rendu compte qu'il y a certains objectifs qui étaient peut-être pas nécessaire d'y répondre, comme on voulait tester différentes résolutions du modèle numérique de terrain, puis on s'est rendu compte que ce n'était pas tant important pour l'instant. Donc, on s'est penché vraiment sur les objectifs qui valaient la peine d'être traités. Donc, il a fallu revoir les objectifs, puis qui dit revoir les objectifs, c'est faire de la littérature encore, puis faire d'autres traitements géométriques. Donc, j'ai toujours remanié mes objectifs, puis j'essayais de ne pas oublier que ma finalité, c'était d'avoir des résultats concrets sur le terrain. Fait que je voulais vraiment faire en sorte que, dans le temps qui m'était alloué, de faire des modélisations hydrographiques qui étaient le plus cohérentes. Donc, mes 2 objectifs, c'était identifier des seuils de détection cartographique des cours d'eau en fonction des différentes caractéristiques physiographiques, puis évaluer la pertinence d'une méthode de bréchage pour la modélisation des traverses de cours d'eau. Donc, c'est vraiment les 2 problèmes principaux qu'on a jugé qu'il y avait par rapport à la modélisation hydrographique. Donc, la modélisation hydrographique, pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec ça, c'est on part d'un modèle numérique de terrain, puis en bas, là, j'ai
à gauche, j'ai un vrai modèle numérique de terrain avec les mêmes symbologies pour vraiment vous montrer un peu comment ça fonctionne. On a un algorithme de direction unique, ça s'appelle le D8, mais il y a des algorithmes direction de flux multiples qui divisent les écoulements, mais pour modéliser les cours d'eau, c'est vraiment le plus utilisé. Puis en fait, c'est qu'on prend chaque pixel, puis on regarde lequel est le voisin le plus bas, c'est-à-dire lequel a la pente la plus forte, puis on applique un code à chaque pixel. Donc par exemple, celui en haut à gauche, qui a la valeur de 78, le voisin le plus bas, c'est en bas à droite, qui est de 67, donc la direction de flux, ça peut ressembler à ça. Puis après ça, on applique une accumulation de flux à partir de la direction de flux. Donc, on considère que chacun des pixels vaut 1, puis on les additionne en fonction de la direction. Donc, on peut voir que le pixel qui a l'accumulation la plus élevée, c'est 35, c'est-à-dire la taille de la matrice moins 1, c'est-à-dire lui-même. Donc, il récupère tous les pixels de la matrice, puis pour faire des cours d'eau à partir de ça, on met un seuil. Donc, on fait juste dire à partir de 5 pixels et plus, c'est un cours d'eau, donc on trace des lignes entre ces pixels-ci. Donc, par exemple, en bas, là, avec un seuil de 1000 pixels sur un MNT de 1 mètre, c'est 0,1 hectare, puis on est capable de dire que les cours d'eau commencent à 0,1 hectare. Donc, une étape essentielle à la modélisation hydrographique, puis vous allez comprendre plus tard pourquoi je vous explique ça, c'est la gestion des dépressions. C'est essentiel parce que si on ne fait pas ça, on se ramasse avec des écoulements qui sont discontinus, puis ils atterrissent dans le fond d'une dépression, puis justement, ils ne continuent pas. Donc, on peut faire soit du remplissage, ou du bréchage. Le remplissage, il y a plusieurs algorithmes qui donnent tous le même résultat. C'est à peu près comme remplir son bain trop plein jusqu'au déversoir. Donc, c'est vraiment d'éliminer la dépression de cette manière-là. Puis le bréchage, c'est de relier le fond de la dépression avec un endroit qui est plus bas à l'extérieur de la dépression. Donc, il y a plusieurs algorithmes de bréchage, puis c'est là que ça devient important pour la gestion des traverses. Puis l'important, le bréchage, ce que ça permet de faire, c'est que ça conserve l'information dans les dépressions, puis ça améliore la position des méandres principalement. Donc, j'ai été sur le terrain, justement, comme je vous ai dit, pour récolter des positions de cours d'eau, puis des traverses de cours d'eau. Donc, par exemple, là, pour les chiffres, là, on a à peu près 837 traverses de cours d'eau, puis à peu près 10 000 points de cours d'eau. Puis c'est vraiment des positionnements à tous les 30 mètres. Donc, il y avait des informations, par exemple, on caractérisait les cours d'eau, on prenait en note les intersections, les séparations de cours d'eau, puis hydro-absent, c'est vraiment des endroits où il y avait une modélisation, qu'on jugeait qu'il y avait une accumulation importante, puis qu'on plaçait sur la modélisation, à cet endroit-là, ça n'existe pas. Donc, c'est beaucoup d'informations, mais c'était partant de mon but qui était quand même assez général. Donc, pour mon premier objectif, j'ai analysé les seuils. Puis la problématique, c'est que le seuil utilisé pour cartographier les cours d'eau est uniforme sur l'ensemble du territoire. Mais en réalité, c'est pas ce qui arrive, parce qu'on voit que j'ai l'image en bas à gauche, puis les petites étoiles roses, là, je ne sais pas si vous les voyez bien. C'est sur le même versant, puis c'est l'initiation de 2 cours d'eau. Donc, c'est vraiment à ces endroits-là que le cours d'eau commence. Mais sur le même versant, on voit qu'il y a un bassin versant qui est 2 fois plus petit que l'autre. Donc, qu'est-ce qui pourrait expliquer que sur un même versant, justement, il y a un bassin versant un cours d'eau qui s'initie avec une taille de bassin versant 2 fois plus petite. Donc, j'ai trié mes données sur le terrain. J'avais 272 bassins versants pour l'analyse. Puis j'ai regardé comment une variable réponse, c'est-à-dire l'aire de drainage, pouvait être expliquée par différentes variables sur le terrain. Donc, j'avais des variables topographiques, des variables géomorphologiques. Donc, par exemple, dans les variables topographiques, là, il y a la situation sur la pente. Puis ça, c'est calculé à partir d'un indice là, qui est le Topographic Position Index. Puis c'était vraiment pour dire si le cours d'eau allait jusqu'au au sommet de la montagne sur lequel il se trouvait, ou il s'initiait beaucoup plus bas. Donc, par exemple, variable géomorphologique, si ça provenait d'une résurgence, les classes hydrologiques, ça c'est basé sur les dépôts de surface. Les variables hydrologiques, si c'était une sortie de milieu humide, la proportion de Saga Wetness Index, ça en fait c'est une façon compliquée de dire que la proportion de milieu humide qu'il y avait dans le bassin versant. Puis il y a des variables climatiques qui ont été fournies par Environnement Canada. Donc mes résultats que j'ai eus, ça c'est des prédictions que j'ai eues en fonction de... J'ai fait différents modèles pour voir comment les variables étaient influencées par... comment la variable réponse était influencée par ces différentes variables. Donc les variables qui ont un effet explicatif sur la taille du bassin versant, c'est la pente locale, à l'endroit même de l'initiation du cours d'eau. Donc ça c'est... on retrouve beaucoup ce résultat-là dans la littérature, puis c'est plus la pente locale augmente, plus l'aire de drainage nécessaire pour initier un cours d'eau risque d'être petite. Donc, avec les barres d'erreur à 99% qu'on voit là en pointillé.
Donc, autre résultat, c'est plus la proportion de milieux humides augmente à l'intérieur même du bassin versant, ben, plus l'aire de drainage nécessaire pour initier un cours d'eau va être grande également. Donc, quand il y a un milieu humide sur votre territoire, par exemple, si c'est un très grand milieu humide, puis que le cours d'eau est censé s'initier dans le milieu humide, ben, nécessairement, il va s'initier à la sortie du milieu humide. Puis ça correspond aussi à un autre résultat qui est significatif, c'est-à-dire si c'est une sortie ou non de milieu humide. Donc vraiment, les milieux humides ont un effet à la hausse sur l'aire de drainage pour initier des cours d'eau. Puis autre résultat qui est le plus significatif, c'est l'aire de drainage nécessaire pour initier un cours d'eau sera plus petite si le bassin versant est situé à mi-pente que s'il est situé en haute pente. Donc ça, c'est un peu en rapport avec des résurgences qu'on peut voir parce que souvent, quand un cours d'eau s'initie en bas de pente, il va avoir tendance à avoir une aire de drainage beaucoup plus petite. Donc, sur la modélisation, on pourrait dire « Ah, ici, il n'y a pas de cours d'eau, c'est un cours d'eau, un drainage naturel ou un cours d'eau éphémère. » Mais en réalité, il pourrait y avoir un cours d'eau intermittent qui est soumis à toutes les législations. Donc, ça, c'était le premier de mes objectifs. Deuxième de mes objectifs, la problématique, c'est que le remblai formé par les chemins est détecté sur le modèle numérique de terrain, tandis que les ponceaux qui permettent de faire passer l'eau sous ce remblai ne le sont pas. Donc, on peut voir ici un chemin en mauve, puis les traverses réelles, là, ils sont en rose. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, là. Mais la problématique, là, on le voit bien là, sur la traverse au milieu. Là. Je ne sais pas si... Oui, juste ici. C'est qu'il y a une traverse réelle sur le terrain, mais la modélisation longe tout simplement le chemin. Donc, ça, c'est une problématique qui est bien réelle, puis particulièrement dans les endroits où il y a une mise en forme très importante du chemin, puis ça fait en sorte que les cours d'eau n'existent pas l'autre bord du chemin, puis les accumulations sont erronées. Donc, la question que je me suis posée, c'est le but recherché autour des modélisations. Ben, c'est que l'eau, elle doit passer, ou elle passe réellement sur le terrain. J'ai fait une analyse d'émission pour ça. Puis, l'eau, elle ne doit pas passer là où elle ne passe pas sur le terrain. Donc, j'ai fait une analyse de commission. Donc, par exemple, ici, ce serait une omission du cours d'eau, de la traverse, parce qu'il y a une traverse réelle, puis pourtant la modélisation ne traverse pas. Puis ici, ce serait une commission parce qu'il y a une modélisation qui traverse, mais sur le terrain, il n'y a pas de traverse réelle. Donc, c'est comme deux types d'erreurs. Donc, pour mon analyse d'omission, les traverses manquantes de la modélisation, j'ai fait mon analyse par rapport aux traverses réelles sur le terrain. Donc, ce qu'on remarque, là, c'est que parmi tous les types de traverses que j'ai relevés sur le terrain, là, ça, c'est par exemple, j'étais sur le terrain et j'ai dit, c'est une traverse qui fait traverser un écoulement qui est un intermittent ou par exemple permanent. Puis, quand on utilise une méthode de bréchage, parce que j'ai comparé 5 traitements différents, donc la méthode de remplissage dont je vous parlais, 2 types de méthodes de bréchage des dépressions, puis celle-là qui est breach normal et non breach fast, permet de justement mieux traverser les chemins. La combinaison entre les deux, puis une méthode d'effacement des chemins qu'on a développée dans le laboratoire d'hydrologie qui est simplement d'effacer les chemins puis de forcer l'écoulement aux endroits qu'on désire. Donc, par exemple, ici, on voit pour l'écoulement qui a le traitement de breach, on voit que le ponceau d'en haut n'est pas considéré. Puis ça, c'était une analyse oui ou non. Là, donc, si ça traverse ou ça ne traverse pas. Puis j'ai utilisé une distance de 10 mètres comme zone tampon pour dire si ça correspondait ou non. Donc, par exemple, on voit ici, il y a une traverse, la traverse d'eau qui n'est pas considérée pour le traitement de bréchage. Puis si on regarde ici, l'hydrographie linéaire ER, c'est Erase Road, donc la technique d'effacement des chemins, bien, on voit que les deux ponceaux sont considérés. Donc, il y a une amélioration par rapport à ça. Donc, on voit que pour tous les types de traverses, il y a à peu près 20 à 30 de moins d'omissions quand on utilise le bréchage. Puis, c'est seulement pour les cours d'eau permanents que l'effacement des chemins a un apport significatif. Puis l'analyse de commission, c'est-à-dire les traverses faussement modélisées, bien ça c'est un exemple. On voit en bas ici, là, comme je vous l'ai montré, là, une traverse qui n'est pas censée exister est dans le Erase Road, puis ici quand on regarde l'écoulement bréché, bien, elle traverse. Donc on s'attendait pas mal à ce résultat-là. Pour les cours d'eau intermittents, il y a une différence significative, puis il y a trop de traverses, qui sont modélisées. Donc à peu près 20 de plus qui sont modélisées, puis c'est seulement sur les cours d'eau permanents qu'on voit une diminution là, des traverses faussement modélisées. Puis on remarque aussi pour le drainage naturel, bien, il y a à peu près 80 des traverses qui sont modélisées à plus de 10 mètres d'une traverse réelle.
Puis ça, en fait, c'est pas nécessairement un problème parce qu'elle constitue 60% des traverses modélisées. Mais en quelque sorte, ces cours d'eau-là, ces écoulements-là, ils n'existaient pas vraiment sur le terrain. Fait que c'est pas nécessairement un problème parce que c'était des drainages qui formaient pas un lit à proprement dit. Donc, grosso modo, par rapport à ce que j'ai conclu de la liste des traverses, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle, seulement la bonne approche au bon territoire. Puis la complexité augmente avec le nombre de modifications anthropiques sur le territoire. Par exemple, en milieu périurbain, agricole et urbain, ça serait très compliqué de trouver une méthode automatisée pour trouver les traverses de cours d'eau. Puis il faudrait faire une espèce de travail de photo-interprétation parce que souvent il y a des canalisations, puis toutes sortes d'obstacles anthropiques. Même en milieu forestier, quand il y a une machine forestière qui est passée, ça fait des ornières, puis c'est très dur de les modéliser. Puis les traverses de cours d'eau, ça c'est une réalité, c'est pas toujours nécessairement positionné à un endroit cohérent. Puis ça, on le voit en effaçant les chemins. C'est un peu, quand on fait un écoulement où on efface les chemins, on voit un peu l'écoulement réel, naturel qu'il pourrait y avoir. Puis c'est pas pantoute que positionné aux endroits où il y a les traverses réelles. Par exemple, des fois, il y en a beaucoup trop à un certain endroit où des fois, tous les cours d'eau sont réellement déviés. Donc, oui, les cours d'eau sont déviés sur le modèle numérique de terrain, mais des fois, c'est la réalité. Puis le meilleur moyen, c'est d'avoir en main la position des ponceaux puis de brûler le modèle numérique de terrain. Donc, par exemple, là, j'ai le même versant. Puis j'ai juste forcé l'écoulement à l'endroit où je savais qu'il y avait des ponceaux, puis comme de fait, il n'y a aucune omission de ponceaux, puis aucune commission. Donc c'est vraiment la meilleure solution d'avoir un point GPS pour chaque ponceau. Donc les autres limitations de la modélisation hydrographique, pour l'instant, je vous ai parlé des seuils imprécis, puis des traverses mal positionnées dont j'ai fait mes objectifs de maîtrise, mais je me suis permis de catégoriser en 4 catégories les limites de la modélisation hydrographique. Puis, ultimement, si toutes ces 4 limites-là étaient réglées, on peut avoir une modélisation hydrographique qui serait à peu près parfaite, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est juste d'être conscient de ces limites-là. Puis, une autre limite importante, c'est relié au dépôt de surface. Donc, sur le terrain, j'ai remarqué qu'il y avait un changement très important dans le régime d'écoulement. Donc, par exemple, on voit ici, c'est un cours d'eau qui s'initie sur un dépôt qui est avec une infiltration faible, un til assez mince. Puis ici, là, vous voyez les seuils, là, ultimement, là, je ne me suis pas cassé le bicycle, puis j'ai fini par faire une zone de transition. Donc, le point d'intermittence, c'est par exemple entre 1,5 et 3 hectares, puis c'est mieux de même pour interpréter sur le terrain. Donc, on voit ici, pour revenir au problème dont je vous parlais, c'est que le cours d'eau s'initie à peu près ici. Puis, quand il rencontre un dépôt de surface qui a une infiltration élevée, par exemple, comme le 2BE, ben, le cours d'eau, en fait, avait tendance à disparaître. Puis ça, c'est dans les cas les plus extrêmes. Puis on remarque là, que partout où il y a une modélisation qu'on a jugée qui était permanente, c'est-à-dire avec une valeur d'accumulation très élevée, ben, les petits X, là, c'est vraiment une hydrographie absente. Puis c'est sur le terrain, on a dit ici, il n'y avait pas de cours d'eau. Donc des fois, on voit même des cours d'eau qu'on pouvait juger permanents. Puis quand ils rencontrent un dépôt plus infiltrant dans le bas, ben là, on se dit, en fait, il n'est pas permanent, il est intermittent parce qu'il n'y a plus d'eau dans le lit. Donc ça, c'est une réalité qu'on observe souvent, puis que c'est d'être bien alerte à ça, puis pas prendre les modélisations pour du cash. Puis une autre problématique qui est bien réelle, puis qui est plus dure à expliquer un peu, c'est l'incertitude de direction de flux locale. Puis ça, on remarque beaucoup ça dans des endroits où la pente est convexe, ou dans des milieux plats comme des milieux humides. C'est-à-dire que pour une faible modification du modèle numérique de terrain, ne serait-ce que de son erreur lui-même, c'est-à-dire 15 cm, c'est-à-dire en appliquant un filtre ou en générant le modèle numérique de terrain d'une autre manière, bien, une modélisation va pouvoir prendre une direction complètement opposée. Puis ça, c'est indépendant de l'accumulation de flux. Donc, on peut avoir un cours d'eau qu'on juge comme permanent qui sort de son lit, si on peut dire, puis qui prend une direction jusqu'à des fois 300 mètres plus loin qu'une autre modélisation avec un autre modèle numérique de terrain. Puis ça c'est possible de le voir un peu avec le MD8, là, c'est le Multiple Flow Direction. Là, je vous ai parlé de l'accumulation de flux à direction unique. Bien, ça, c'est l'accumulation de flux à direction multiple. C'est possible de l'inspecter visuellement. Puis j'ai un exemple ici sur le terrain. Ça, c'est en noir. Ce qui vient d'apparaître, c'est l'hydrographie linéaire que j'ai réellement trouvé sur le terrain. Puis les ronds blancs, c'est des séparations de cours d'eau qu'il y avait réellement sur le terrain. Puis on voit qu'en arrière-plan ici, il y a le MD8 qui permet de voir un peu que l'écoulement se sépare. Il y a des techniques qui existent pour ça. C'est des techniques itératives pour calculer l'incertitude de direction de flux, mais c'est une réalité qui est sur comme je disais, des versants qui sont plus convexes. Donc,
en conclusion, je n'ai pas encore commencé à rédiger, mais je commence à avoir une petite idée de comment ça se présente, les modélisations hydrographiques. Puis le résultat, ça va toujours être imparfait, puis un aide à la réalité terrain. Donc, c'est vraiment d'aller sur le terrain pour voir qu'est-ce qui est vrai. Puis ça, c'est d'autant plus important, même en milieu agricole, où tout est drainé, puis il faut vraiment aller voir s'il y a de l'eau dans le lit du cours d'eau. Puis c'est important de superposer le plus de couches possible pour apprendre à interpréter son territoire. Par exemple, un modèle numérique de terrain ombragé, les milieux humides, le MD8, un indice comme le TPI qui est une position sur la pente, puis les dépôts de surface. Puis même sans analyse visuelle approfondie, parce qu'on est parti de rien, puis la précision des cours d'eau est nettement améliorée par rapport au GRHQ, fait que c'est très important de faire la dernière étape d'interprétation visuelle, puis justement, c'est le meilleur complément d'information pour bien cartographier les cours d'eau. Donc,